Bonjour à toutes et tous, bienvenue une fois de plus dans ce live Comment parler. Alors, comment parler de politique cette fois-ci. D'autres fois précédemment, on avait essayé d'imaginer, d'envisager d'autres manières de parler avec des personnes qui croient dans les théories du complot, ou encore sur des sujets que tout nous oppose. Et là, aujourd'hui, on reçoit Mathieu Groff pour parler de politique. Alors, comment est-ce qu'on peut mieux en parler, peut-être en parler différemment, entre citoyens, mais aussi dans l'espace politique. Comment est-ce qu'on peut parler de ces thématiques-là de façon peut-être un peu plus constructive? Est-ce que c'est même une bonne idée de le faire comme ça? Bah, c'est exactement la question qu'on va se poser ce midi. Donc j'espère que vous avez un petit plat devant vous, un petit sandwich, quelque chose, une salade pour profiter de ce midi. Et avec Mathieu, on va discuter de tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans le stream, d'y mettre vos questions. J'essaierai de me faire le relais de ces questions tout du long de cette heure. Et puis évidemment, le replay sera disponible automatiquement dès la fin de cette émission et on pourra commenter, discuter. Souvent, j'essaye d'amener à ce moment-là les différentes sources qui ont été citées pendant nos échanges, qui sont souvent très fructueux, j'espère très intéressants comme d'habitude. Et donc, on pourra continuer cette discussion pendant encore très longtemps. Mais allons-y, rencontrons notre invité du jour, Mathieu Groff. Mathieu Groff est le président de Janus. Janus, c'est une association qui se veut un peu think tank. Alors je mets un peu mes mots, tu me corrigeras Mathieu, hein, ce que tu en penses, mais qui se veut think tank, c'est-à-dire penser, réfléchir à la politique de demain, mais différemment. Souvent, les think tanks, c'est des experts qui réfléchissent ensemble avec un postulat, souvent idéologique, lié à des idées politiques ou des idées économiques. Et Mathieu, ce qu'il veut nous proposer avec Janus et avec tous les volontaires qui travaillent pour Janus, c'est de penser ensemble la politique à travers l'intelligence collective, à travers des mécanismes de débat et de discussion, pour envisager une plateforme consensuelle de politique, en tout cas qui fait un large consensus, pour montrer qu'on peut faire de la politique différemment, on peut avoir des propositions politiques différentes. Et donc on va parler ensemble avec Mathieu de cette approche évidemment, mais pas que, aussi de réfléchir de façon critique aux questions politiques et de comment on peut avoir ces débats constructifs alors même qu'on est très souvent pas du tout d'accord. Mathieu, est-ce que j'ai bien exprimé ce que faisait Janus? N'hésite pas à me corriger. Non, non, parfaitement. Vraiment, j'ai rien à ajouter. En somme, on est juste une association et un think tank indépendant, citoyen. Voilà. Génial. Merci beaucoup Mathieu d'être là, en tout cas aujourd'hui. Et j'ai une première question pour toi, qui déjà peut-être va titiller un petit peu. C'est la question du constat. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un problème avec la politique aujourd'hui? Alors, j'aime bien poser ce genre de questions parce que je pense qu'il y a une majorité de personnes qui se disent oui, quand même, la politique pose problème, ça va pas. Mais j'aime bien remettre en question ces évidences quelque part, se dire ok, Ouais. est-ce que c'est vrai qu'il y a un problème avec la façon dont on parle de politique aujourd'hui? Selon toi, est-ce que c'est vrai et surtout quelle est la nature de ce problème? C'est une question très intéressante et très vaste. Euh, est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui? Je pense en partie, oui, notamment en raison du fait, je pense, d'une certaine polarisation de la société, hein. Le forum de Davos économique mondial pointe depuis plusieurs années que le principal risque à court terme, c'est la désinformation, la mésinformation et l'ignorance, donc le régime de l'information qui a quand même drastiquement changé, et donc avec un risque de polarisation fort, de chambres d'écho, de biais cognitifs qui sont forts sur les réseaux sociaux et en dehors, et donc le risque effectivement de créer, sans s'en rendre compte nécessairement, pas mal de sectarisme et de haine. Donc je pense qu'il y a une forme de surdité qui s'installe, ou du moins d'arrogance aussi en politique, donc où chacun sait mieux que l'autre. Donc on tendance à moins s'écouter, à brutaliser le débat. Il y a aussi un graphique qui montrait, en fait, c'est assez intéressant, sur la base depuis, je crois, est-ce que c'est Valéry Giscard d'Estaing, je crois en tout cas depuis Chirac, qui montrait en fait comment dans le débat du second tour, les flux de parole se chevauchaient l'un l'autre. Et en fait, on a remarqué que plus on avance dans le temps, donc récemment, moins les candidats
du second tour au présidentiel, en fait, s'écoutent, se respectent, attendent de parler une fois que l'autre, effectivement, a achevé son discours. Donc, je pense qu'il y a sans doute moins d'écoute, il y a plus d'arrogance, il y a une certaine voilà, brutalisation. Bien sûr, effectivement, l'information, ça a toujours été politique, a toujours été effectivement fragmenté, utilisé en période de l'entre-deux-guerres, ou même on prend même, je veux dire, à l'époque où simplement c'était des rumeurs, des légendes, hein, on peut dire même à des époques plus moyenâgeuses ou antiques. Donc l'information a jamais été nécessairement claire, sourcée, argumentée. Et je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, euh, avec un peu l'accélération du monde et notamment les réseaux sociaux, en fait, il y a un flux d'informations, parfois antagonistes, parfois qui nous enferment, qui s'abat sur nous et qui empêche parfois d'avoir une réflexion argumentée. Donc voilà, si je Hmm. devais synthétiser, voilà, je pense qu'effectivement, il y a toujours plus ou moins des personnes, enfin, je ne sais pas si on prend par exemple Étienne Klein, qui est un physicien qui a beaucoup parlé de l'esprit de la nuance, de ce qu'il appelle l'ultra-crépidarianisme, qui veut dire ultra-crepidarium, ça veut dire cordonnier ne va pas au-delà de ta chaussure. Donc, il veut dire de se restreindre aussi à son champ de compétences, son champ de savoir. Voilà, je pense que même s'il y a des esprits vifs comme ça qui ont encore un esprit de nuance, je pense qu'il y a pas mal de brutalisation, de polarisation, de désinformation et de mésinformation qui ruinent la qualité du débat public aujourd'hui. Bien sûr, c'est pas irrémédiable. Bien sûr, c'est inédit dans son volume et sa taille, hein. Je rappelle voilà, que rien qu'en une année, on a l'équivalent de 181 000 milliards de gigaoctets qui sont échangés, sachant que sur Google Drive, on a 15 gigaoctets. Donc, voilà, juste pour voir le volume. Par jour, c'est 400 milliards de mails. Donc en fait, avec ce nouveau régime de l'information, nos sociétés, nos cerveaux et donc nos régimes politiques aussi ne sont pas nécessairement aptes en fait à gérer ces échanges, ces antagonismes éventuels. Donc oui, je pense qu'il y a aujourd'hui un certain problème dans la parole politique, la posture, la gestion de l'information. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis là sur les questions d'information. Ça me fait penser à quelqu'un que je connais assez bien qui a monté une startup qui s'appelle Flint, qui s'appelle Benoît Raphaël, qui est un ancien journaliste, qui écrit beaucoup sur l'IA et l'information, qui a écrit un livre, L'information de l'indigestion, je trouve très intéressant sur cette question un peu fondamentale qui se cache derrière le processus démocratique, qui est la gestion de l'information, et même qui se cache derrière les processus cognitifs, en fait, Mm, qui est la gestion de l'information, complètement. et avec un paradigme fondamental qui est en train de changer, qui est que créer de l'information ne coûte plus rien. Générer des effets de réseau extrêmement vastes ne coûte plus rien. Mm, Et ça a comme conséquence que tu peux totalement flood et prendre toute la place informationnelle avec une fausse information ou tout simplement avec des informations extrêmement biaisées, avec une lecture peut-être très partielle, alors qu'à une autre époque, ça aurait coûté énormément logistiquement de distribuer ces informations, ce qui génère des filtres naturels quelque part pour s'assurer que on n'a pas trop de mauvaises infos qui circulent. Mais ces filtres naturels, là, ils n'existent plus. Enfin, ils existent, hein, ce sont des algorithmes de recommandation. Et ce sont des filtres qui sont des boîtes noires non démocratiques. Donc ça, c'est vrai. c'est très frustrant pour quelqu'un qui s'intéresse au sujet de se dire à quel point on est sujet à ça et à quel point les gens ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire, c'est comme les outils sont hyper ergonomiques, on les utilise tous les jours, on ne se rend absolument pas compte de l'influence qu'ils ont sur nous et à quel point ça biaise totalement notre manière de consommer l'information et de la comprendre. Et du coup, ça biaise aussi notre démocratie et notre façon de décider. Complètement. Ben, en fait, moi, si tu veux, sur tes différents points, là, je suis complètement d'avis, donc je ne vais pas paraphraser, mais juste peut-être ajouter d'autres éléments ou le dire différemment. C'est vrai qu'on vit dans un régime de l'infoboulimie, infoboulimique, parce qu'on a effectivement énormément d'informations, on ne se rend même plus compte. En fait, parfois, bon, là, par exemple, je Du coup, suis en ça biaise vacances avec un ami qui peut passer son temps souvent sur TikTok et se rend même pas compte, enfin pendant trois quarts d'heure, c'est un exemple, voilà, pas du tout pour le pointer du doigt, mais c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Moi-même, tout le monde est sujet à ça.
Donc il y a une forme d'infoboulimie, il y a une forme effectivement aussi euh, d'invasion inconsciente aussi de l'information. Et il y a du coup aussi un phénomène d'enfermement, comme tu le disais, avec les algorithmes qui vont créer des chambres d'écho. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, si on contrôle les valeurs, on contrôle les corps. Si on contrôle les consciences, on contrôle les corps. Et en fait, donc aujourd'hui, qui contrôle qui, quoi? Parce que quand, Hmm. sans être même complotiste, hein, mais c'est simplement de se dire qu'avec de tels algorithmes, en fait, même voilà, la religion, les religions ont et pendant un certain nombre d'années aiguillonné les peuples avec la culpabilité, avec l'espérance. Donc en fait, quand on s'attaque effectivement aux esprits, aux consciences, c'est le cas des algorithmes qui nous font véhiculer de l'information. Il y a un vrai risque là-dessus. Et Hmm. donc, notamment quand on est envahi et il y a peu de temps de repos, de discussion, de nuances. Donc, c'est un peu voilà ce que disait, c'est comment il s'appelle, Steve Bannon, je crois, directeur communication de Donald Trump. Quoi. C'est, je sais plus, flake the zone with shit. Quoi. Donc, c'est 3 fois par jour. Il faut donner de l'information vulgaire, catastrophique. Comme ça, on n'a même pas le temps, en fait, de debunk, de démystifier une fausse information. Parce qu'une fausse information, on met 10 secondes à la dire et on met 10 minutes à la contredire. Donc, on n'est même pas équipé de la même manière, en fait. Et ce que je veux aussi ajouter, c'est que tu parlais effectivement, du moins, on en parlait des implications sur la cognition, sur le cerveau. En fait, ça fait 10 000 ans qu'on a structurellement le même cerveau. Voilà. Sauf qu'on ne vit pas du tout dans la même réalité. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'apprentissage, parce que le cerveau est très plastique. Et donc, ça montre aussi le pouvoir de changement et d'influence que peuvent avoir ces algorithmes, ces informations sur notre cerveau. J'en finirai juste avec ça, de se dire qu'en fait, pourquoi c'est problématique aujourd'hui, parce qu'en fait, si on aspire, je pense que c'est un régime louable à vivre en démocratie, la démocratie, c'est effectivement le gouvernement de tous par tous, donc ça implique de délibérer, ça implique de discuter, ça implique qu'il y ait du pluralisme, qu'il y ait de la contradiction. Or, si on n'est plus capable, effectivement, dans nos régimes, à cause, effectivement, de nos certitudes ou de nos enfermements, de discuter, de délibérer, d'envisager d'autres points de vue, euh, en fait, on risque simplement de basculer vers euh, une espèce de guerre civile, quoi, au moins dans le dialogue, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, la réponse, comment débattre différemment comment parler différemment de politique, j'ai une réponse hyper simple, mais qui implique des choses complexes quand on les détaille et compliquées quand on cherche à les mettre en œuvre, c'est débattre constructivement. Voilà, je pense qu'il y a un apprentissage, un savoir débattre pour apprendre à débattre constructivement face effectivement à tous ces risques contemporains. Tu mentionnais les débats d'entre deux tours il y a 30 ans ou 40 ans, en les comparant peut-être à la politique TikTok d'aujourd'hui ou même dans l'hémicycle, on va timer, hein, on va envisager ces prises de parole par rapport à la viralité sur les réseaux sociaux et pas du tout par rapport à leur impact dans l'hémicycle. En tout cas, c'est pas forcément la première considération d'une personnalité politique aujourd'hui. Ce qu'on peut comprendre vu le système, c'est-à-dire c'est tout à fait pertinent, enfin tout à fait sens politiquement de se dire je vais pas commencer à faire un discours de politique publique alors que l'enjeu c'est un enjeu de popularité et de débat public plus large pour amener des masses de personnes à répondre émotionnellement à l'enjeu que je cherche à critiquer ou à l'autre politicien ou politicienne que je cherche à décrédibiliser. Et donc, on voit que ces mécaniques algorithmiques, cette mécanique informationnelle, en fait, propre à notre contexte aujourd'hui, a des conséquences réelles sur la façon dont on mène le débat public, la façon qu'on a d'échanger ensemble, et du coup, sur aussi les réponses politiques qu'on va apporter aux problèmes qu'on vit. Parce que la politique, c'est surtout apporter des réponses aux problèmes des citoyens. Et ça, on oublie parfois peut-être un peu trop. Donc, du coup, là, on commence à mettre le doigt sur un sujet clé, je trouve, dans notre discussion, c'est le paysage informationnel dicte énormément notre façon de parler de politique et de faire de la politique. Or, aujourd'hui, peut-être cet espace-là, il n'est pas propice à une démocratie qui cherche à faire société autour d'un projet commun.
avec évidemment un pluralisme d'idées, avec des parties prenantes qui ont des volontés différentes, mais bien quand même un projet commun relativement consensuel, avec un socle de valeurs, etc. Et donc on voit que ça, c'est vraiment mis au défi dans la situation actuelle. Et donc ma question suivante, ça va être, ok, on a un peu posé ce constat-là, comment on répond à ce défi? Tu nous dis réapprendre à débattre constructivement. Moi-même qui travaille beaucoup sur ce sujet, euh, je me dis, ouais, mais le mur est sacrément grand, quoi, sacrément difficile à gravir. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, de ce défi, de la nature de ce défi? Comment tu penses pouvoir vraiment surmonter ce défi-là ou quel genre d'espoir est-ce qu'on peut envisager face à ce défi-là? Ouais, complètement. Alors, pas du tout perdre l'audience, juste peut-être 2 points sur ce que tu as dit et je réponds à ta question. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être, une démocratie qui peut être un peu viciée, donc récupérée, effectivement, sur des enjeux de popularité, d'intérêt personnel. Donc c'est pour ça aussi que tous les sondages montrent un effondrement de la confiance que l'on donne à nos dirigeants, à nos décideurs et en la politique. Voilà, ça date pas d'hier, hein, quand on prend Platon avec les sophistes, c'était pareil, si on se méfie de ceux qui vont venir manipuler l'audience, manipuler effectivement les citoyens avec des faux raisonnements, avec une interprétation qui est douteuse. Donc voilà, je pense qu'effectivement, la démocratie est très louable, elle est très souhaitable. En revanche, elle est quand même aussi vulnérable. Donc il faut faire attention effectivement peut-être aux, à ces quêtes de popularité ou à cette arrogance aussi. Il n'y a pas que le régime de l'information qui, je pense, explique pourquoi il y a un problème aujourd'hui la qualité du débat politique. Il y a pas mal aussi les profils euh, et l'arrogance, effectivement, de nombreux de nos dirigeants. Juste sur le comment apprendre à débattre, je ne veux pas du tout être pédant, moi je n'ai pas de modalité particulière. Enfin, on a des idées qu'on teste assez humblement. On aime pas mal s'inspirer en fait de la méthodologie aussi scientifique et d'avoir une posture la plus ouverte d'esprit possible. Pourquoi? Parce que ça permet en fait de prendre des choses pas à l'état de thèse comme des convictions, mais à l'état d'hypothèse et venir les tester. On est plutôt dans une approche pragmatique, scientifique, mais voilà, très ouverte d'esprit dans le sens où notre but, c'est pas non plus de dépolitiser ou de techniciser au point d'évacuer toute controverse, comme ça on fait l'économie des controverses, c'est vraiment de les accueillir, de les confronter, mais voilà, de ne pas chercher le clash, en fait, on vient déclencher le débat. Sur cette méthode, je voulais dire quelque chose d'autre sur l'hypothèse, bon, ça me reviendra peut-être après. Ok. Mais en tout cas, je voulais dire que nous, on n'a pas une approche forcément, voilà, on ne cherche pas à avoir une approche pédante. En tout cas, on cherche à mettre en place des modalités qu'on pense intéressantes pour pouvoir débattre constructivement. Donc, on dirait que déjà, en fait, pour débattre constructivement, il faut déjà reconnaître l'autre comme un interlocuteur. Donc, c'est à la fois un garde-fou pour débattre constructivement, notamment vis-à-vis des positions haineuses ou très extrêmes. On va venir nier la dignité ou le respect de notre interlocuteur. Donc, pour pouvoir débattre avec quelqu'un. Donc, il faut déjà reconnaître quelqu'un. C'est pour ça que, déjà, pour débattre constructivement, pour nous, un principe clé directeur, c'est le respect de l'autre. Voilà. Donc, déjà, pour débattre constructivement, à notre sens, il faut déjà respecter l'autre. Ça permet d'évacuer aussi des positions haineuses. Et tout simplement, c'est une base du débat. On pense qu'ensuite, nous, on a 3 principes directifs qu'on essaye de mettre en place. C'est d'abord l'esprit critique pour débattre constructivement, accepter euh, de critiquer sa propre position, euh, critiquer aussi celle des autres. Deuxièmement, c'est l'intelligence collective, c'est de se dire qu'en fait, souvent, la vérité est le croisement de plusieurs regards. Imaginons que la vérité soit une sphère. Eh bien, moi, je vois un carré. Quelqu'un d'autre voit un carré. On va dire la vérité, c'est un carré. Mais en fait, non, c'est une sphère parce que carré par carré, en fait, on voit toute la géométrie de la vérité. Et en fait, c'est seulement à notre sens, en croisant les regards, en croisant les vues, les perspectives, les expériences, en fait, et les terrains, que l'on peut avoir effectivement une réponse qui soit la plus complète et argumentée possible. Et après l'esprit critique, après l'intelligence collective, pour nous, le troisième principe pour débattre constructivement, c'est le sens de l'intérêt général.
c'est de se dire, d'essayer de se positionner en tant que citoyen, de se dire effectivement, si on réfléchit à un plan de mobilité, ben, qu'est-ce qui serait sur toutes sortes de critères, de points de vue, Hmm. pour quelqu'un qui vit effectivement en zone périurbaine, pour effectivement les questions climatiques, pour la question effectivement de l'accessibilité, du coût. Euh, donc voilà, Ouais. et penser les choses comme ça en système. Voilà, c'est quelques principes qu'on essaye d'appliquer. Et ce qu'on espérait de nos députés et de nos parlementaires, franchement, n'est-ce pas, une vision assez humaniste de l'autre, hein, c'est un être humain avec sa complexité, son vécu, et je le respecte, même si je ne suis pas d'accord avec ses conclusions. Notre capacité à réfléchir ensemble dans des commissions pour penser une bonne politique publique, et puis cette vision de l'intérêt général qui nous guide pour trouver des solutions pour le plus grand nombre des Français, donc à bas le clientélisme, à bas l'électoralisme. Et c'est vrai que c'est pas trop les tendances qu'on voit en ce moment, même si on sent que c'est quand même un fond qui est présent dans les institutions. C'est quand même, heureusement, on n'a pas créé notre démocratie n'importe comment, et on sent que c'est quand même assez présent. J'en profite pour relayer une question d'une auditrice, Marie Le Sieur, qui pose une question. A priori, j'avais du mal à la comprendre et puis je pense l'avoir compris. Donc je vais traduire ce que je pense avoir compris. Elle nous dit pourquoi faut-il rappeler l'importance de faire société alors que la politique, par définition, nous engage à faire société. En gros, si on fait de la politique, c'est bien qu'on accepte de faire société ensemble. Sinon, on sera en guerre en fait. On ne ferait pas de la politique. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Et, euh, et du coup, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de dramatiser là? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un peu normal quelque part que les gens se foutent sur la gueule et se critiquent de façon très véhémente, fassent un peu de politique spectacle? Ça reste de la politique. Au final, ils travaillent quand même aux commissions. Au final, ils votent quand même des lois. Est-ce qu'on est pas un peu en train de dramatiser là? C'est une question super intéressante. Et effectivement, la démocratie, c'est du conflit institutionnalisé. Donc, c'est normal qu'il y ait du pluralisme, c'est normal qu'il y ait des contradictions. Euh, la seule chose, à mon sens, c'est que quand on regarde la confiance que les citoyens ont en la politique, la confiance que les citoyens ont en la démocratie aujourd'hui, je pense qu'en fait, ça ne cesse de se Hmm. détériorer. Euh, et donc, ça peut monter effectivement en fait, à une même, un mépris en fait de ce cadre de dialogue-là. Hmm. Euh, donc bon, enfin, facile à prendre outre-Atlantique, mais voilà, si on prend effectivement Donald Trump, il y a une volonté effectivement euh, d'imposer ses vues plutôt qu'effectivement de les proposer, de les confronter, de co-construire ensemble dans une posture un peu dialectique, hein, thèse, antithèse, synthèse. Donc je pense qu'effectivement, je ne sais pas si on dramatise, peut-être parce qu'en fait on met vraiment l'accent que là-dessus aujourd'hui. C'est pas le seul problème, voilà. Mais en tout Ouais. cas, je pense que le problème est réel, que c'est normal qu'il y ait des conflits qui soient encadrés par le dialogue, par le débat et pas par le combat. Mais en revanche, je pense que s'il y a du laisser-faire, il y a des possibilités effectivement de dérive. Et dans tous les cas, il y a de toute façon une perte de confiance, une méfiance extrêmement forte dans nos institutions, nos décideurs et nos pouvoirs de citoyens. Donc, je pense que c'est important effectivement de, de pas nécessairement voilà, s'indigner de la situation, mais en tout cas de la traiter parce qu'effectivement, elle est fortement risquée à mon sens. Ouais. La Ouais, ouais, polarisation de la société est extrêmement forte. ouais, ouais, je te rejoins. C'est-à-dire que à la fois, on peut se dire que les institutions existantes ont quand même pensé ces enjeux, mais que dans le paysage informationnel actuel et dans le paysage politique actuel, on a atteint un certain nombre de limites, vu la défiance dans les institutions, vu la défiance envers la politique, vu l'impression qu'elle ne sert plus les intérêts des citoyens, vu la polarisation politique qui amène à une augmentation de la violence politique elle aussi. Voilà, donc on a quand même plein d'indicateurs qui nous montrent que on est face à un défi institutionnel euh, et ça fait probablement une dizaine d'années que ça monte de façon très importante dans toutes les démocraties occidentales et probablement que ça fait une belle vingtaine d'années que ça monte graduellement
Et c'est ça, je pense, l'enjeu auquel on est tous les deux attachés, parce que je ne vais pas me cacher évidemment de cet attachement aussi que j'ai, à, euh, à recréer dans ce nouveau contexte qui nous est donné, nouvelles technologies, nouvelles situations géopolitiques, etc., nouveaux enjeux aussi, changement climatique autres besoins de changements sociétaux, de reconnaissance des minorités, etc. Dans ce nouveau contexte-là, comment on fait pour imaginer des institutions qui sont au service comme tu dis, du pouvoir démocratique et pas juste un peu de fait de bric et broc, un reliquat des institutions vieilles de 250 ans qui sont peut-être pas à la hauteur des enjeux actuels et des politiques aussi qui sont peut-être pas non plus à la hauteur des enjeux actuels vu leur difficulté à redorer leur image, etc. Donc c'est assez pragmatique comme vision, hein, c'est pas jugeant. Je vois Marie, encore une fois, dans le chat, qui vise Jean-Luc Mélenchon par une de ses questions. Mais je pense que, je sais pas ce que toi tu en penses, Mathieu, j'ai pas envie de trop t'embêter Jean-Luc. là-dessus, mais voilà, je pense que ça s'inscrit, je pense qu'il s'inscrit en tant que personnage politique dans un ensemble plus large de façons d'interagir à l'heure de cette réalité médiatique qu'on a décrite tout à l'heure. Non, non, en fait, complètement. Je pense que c'est certain qu'on rentre dans une culture du scandale aussi parce qu'on cherche la popularité, quitte effectivement à cliver la population. Et du coup, en ce sens, je trouve qu'il y a pas mal d'irresponsabilité aussi d'une partie effectivement de nos dirigeants. Et je pense qu'aussi, en fait, c'est là que tu m'invites et je vais y aller à 200%. Je pense qu'il va falloir faire preuve de créativité, d'inventivité dans nos institutions parce que aujourd'hui, c'est pas qu'elles sont obsolètes, c'est que même si on met les personnages les plus brillants, ou je sais pas, les plus empathiques, ils vont être usés. Donc le problème, mais usés par qui, par quoi, par le système en fait. Donc je pense que tant qu'effectivement on n'adresse pas à la racine de manière radicale la manière dont on fait démocratie et comment réinventer le système, on ira de toute façon largement dans le mur. Et là-dessus, voilà, puisque effectivement à Janus, le but c'est pas juste de faire des diagnostics ou de faire des critiques, mais d'être orienté proposition. On a un certain nombre de propositions qui sont en débat. Donc, Janus, c'est très jeune, hein. Enfin, moi, ça fait 5 ans que je réfléchis sur cette association-là avec quelques amis, mais ça fait à peine 5 mois qu'on a créé l'association. On a déjà organisé 2 débats, donc voilà, on a une cinquantaine de propositions. Mais de notre côté, effectivement, on a 786 propositions qu'on a élaborées, qu'on a commencé à évaluer sur 17 secteurs. Et donc, pour celles qui concernent la politique intérieure et institutionnelle, on a quelques propositions. Encore une fois, on n'est pas là à imposer, on est là à proposer, hein. Le but, c'est d'avoir un maximum de critiques pour s'assurer que la politique qu'on propose, elle est non seulement désirable en théorie, mais elle est aussi viable en pratique sur plusieurs considérations, hein, que ce soit effectivement l'acceptabilité, la faisabilité financière, toutes sortes effectivement de sujets, l'éthique de la mesure. Et donc, pour arrêter de déblatérer quelles sont ces propositions, en fait, c'est de passer à une forme de démocratie directe, en même temps qu'avoir une démocratie collégiale et un conseil d'éthique. Alors là, je vais m'expliquer très rapidement. En fait, l'idée, ce serait de se dire que les partis politiques sont aussi pour beaucoup dans la polarisation et dans les clivages de la population. Euh, et donc l'idée, ce serait de se dire, est-ce que la démocratie représentative n'est pas une mascarade où en fait chacun vient, porte ses masques, s'habille de légitimité populaire ou épistémique technicienne pour faire porter ses idées, mais en fait, comme si la démocratie était telle que représentée, enfin, représentative est un perpétuel viol en fait de la parole des citoyens. Pourquoi les citoyens ne peuvent pas eux-mêmes exprimer avec les technologies qu'on a aujourd'hui et en faisant un peu preuve de créativité et de prudence, mettre en place effectivement un système où les citoyens n'ont pas à être tutorés à ce que leur voix soit représentée, mais qu'eux-mêmes la proposent. Donc il y a quelques initiatives comme le référendum d'initiative citoyenne qui vont dans ce sens, mais encore une fois, si on cherche vraiment à adresser la racine du problème du système, c'est pas assez ambitieux. Je pense qu'aujourd'hui, on manque d'inventivité et d'audace. Donc nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est une démocratie directe numérique. Donc en fait, on viendrait dissoudre le Parlement et parlementariser la population. Donc c'est-à-dire qu'on aurait quasiment voilà, 57 millions de députés, donc autant que de citoyens français.
avec donc une interface effectivement mobile ou effectivement des bureaux de vote électronique dans les quartiers. Et donc le but, ce serait d'avoir l'initiative des lois, donc comme un référendum d'initiative citoyenne, mais continu, et d'être député, c'est-à-dire de venir effectivement voter pour les lois qui sont prises par le gouvernement qui est constitué. Donc côté législatif, ce serait de parlementariser la population avec une démocratie directe et numérique. Deuxièmement, ce serait d'avoir une démocratie qu'on appelle collégiale, donc ce serait de créer des collèges par loi. Donc, imaginons effectivement qu'on va légiférer sur le BTP, sur le bâtiment, sur le logement. Bien, dans ce cadre-là, on va créer un collège éphémère, l'autocratique. On va tirer au hasard un panel de citoyens, comme pour les conventions citoyennes, et on va représenter différentes parties prenantes qui ont différents angles. Donc, par exemple, on va prendre des lobbies du bâtiment, prendre des lobbies citoyens, des lobbies du quartier. On va voir la société civile, on va voir les industriels et les entreprises, on va voir les citoyens. Et on va avoir aussi un certain nombre d'experts indépendants qui n'ont pas forcément d'intérêt, mais simplement qui restituent un état de l'art académique et un gouvernement. Donc, le gouvernement, ce serait en l'occurrence, imaginons le ministre voilà, de l'aménagement du territoire qui serait effectivement, qui ferait partie de ce collège. Et pendant un certain nombre effectivement de semaines ou de mois, donc les citoyens sont indemnisés. Il y a un processus collégial, multipartite et, et on va dire sphérique de réflexion sur les propositions de loi qui après sont soumises aux citoyens à travers du vote numérique pour effectivement appuyer la chose. On peut prendre pour plein de sujets, hein. Moi, en fait, si vous voulez, un exemple qui m'a beaucoup inspiré, c'était une émission sur Arte autour de la prostitution à Amsterdam. Et en fait, ils prenaient 5 parties prenantes dans le quartier rouge et ils montraient comment, en fait, c'est simplement par le croisement des regards qu'on peut obtenir des propositions qui sont intéressantes. Effectivement, il y a des abolitionnistes. Effectivement, il y avait des femmes prostituées qui en parlaient. Il y avait des riverains. Il y avait le maire et il y avait des touristes. Et en fait, ils venaient croiser les avis, les regards sur ce sujet-là. Et voilà, je pense que c'est simplement en arrêtant de vouloir sans arrêt représenter, moi je représente telle partie, telle fraction de la population avec tous ces étendards, mais c'est simplement en donnant le pouvoir aux citoyens eux-mêmes de prendre leur parole pour eux qu'on atteint un optimum démocratique et qu'on arrête la mascarade. Parce que c'est pareil, comment est-ce qu'on peut, par exemple, parler de la pauvreté sans avoir jamais vécu la pauvreté? En réalité, on peut vraiment que comprendre les choses quand on l'a vécu dans nos fibres. Donc je pense qu'il y a vraiment une question de vivre pour comprendre. Et dans ce cadre-là, je pense que c'est essentiel Hmm. que les concernés légifèrent, que les concernés prennent part à la discussion. Et peut-être le dernier élément que je peux donner, Peter, c'est que donc dans ce cadre-là, ça apporte plus de légitimité et de sérénité au Hmm. processus. Donc on vient soigner un certain nombre de clivages, on vient vraiment prouver à la population que effectivement la politique peut être affaire d'espoir et plus forcément de dégoût, d'inquiétude ou de colère comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on tente quelque chose de nouveau, on réinvente quelque chose de nouveau, on arrête Hmm. les rustines en fait, de croire en un homme providentiel. Donc il y a une forme aussi de dépersonnalisation pour se concentrer davantage sur les idées, sur des systèmes qui fonctionnent. Et la dernière chose, c'est qu'évidemment, dans la répartition des pouvoirs, il faut qu'il y ait un conseil plus euh, euh, juridique qui vient effectivement s'assurer de la constitutionnalité, un peu en gardien. Et donc là, effectivement, il y aurait toujours un rôle. Il faudrait refaire une constituante, réécrire une constitution, qu'on appelle une sixième république, hein, quand on réinvente les institutions. Et ce Hmm. conseil d'éthique-là, ce qui serait intéressant, c'est pas qu'il soit simplement rétrospectif, parce que j'ai un conseil constitutionnel, il s'intéresse simplement au passé et pas à l'avenir. On n'est pas assez prospectif. Et du coup, l'idée, ce serait aussi que ce conseil-là soit constitué, pareil, hein, un panel plutôt représentatif, des, selon les Hmm. thématiques, mais réfléchir à des trajectoires aussi civilisationnelles. Où est-ce qu'on va lorsqu'on développe l'édition génétique? Où est-ce qu'on va lorsqu'on développe effectivement l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir des éléments de réponse? Parce que gouverner, c'est prévoir. Et je pense que si on a effectivement ces trois pouvoirs-là, démocratie directe numérique, démocratie collégiale éphémère et l'autocratique, et conseil d'éthique rétrospectif et prospectif, dans une sixième république, on a une réponse, je pas dit que c'était la réponse, on a une Ouais. réponse, en tout cas, à comment réinventer nos institutions en profondeur pour essayer de répondre aux problèmes de confiance et voilà, de problèmes de représentativité euh, de notre République aujourd'hui. On peut très bien envisager dans ce que tu dis
à quel point déjà c'est un vrai bouleversement, hein, de notre façon d'envisager la, cette représentation politique, hein, en démocratie, et puis une manière, pour le coup, là, ambitieuse de repenser la politique. Et, et c'est, je pense, l'un des plus gros problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, c'est que cette proposition soit ultimement la meilleure ou non, euh, le problème, c'est que si on teste rien, on ne changera jamais rien. Et je pense qu'on est un peu dans une forme d'immobilisme, à la recherche de la meilleure proposition ou de la meilleure décision, où du coup on s'accommode d'une situation vraiment pas très bonne, ou en tout cas pas très... Enfin, pour 80% des Français du moins, pas très satisfaisante, hein, si on en croit les sondages sur la politique française. Mais on s'en accommode parce que le contrefactuel, on ne le connaît pas bien, il n'est pas très clair, on n'a pas beaucoup d'exemples. Et je pense que c'est un problème décisionnel assez commun. Ce qui, moi, m'inquiète, c'est que souvent, dans l'histoire de l'humanité, ce qui nous a amené à prendre ce genre de grandes décisions fondamentales, le changement institutionnel, c'était justement quand le problème est devenu démesuré. C'est-à-dire guerre civile, révolution, famine, ces grands moments horribles de l'histoire de l'humanité qui nous ont amené à nous dire, ok, là c'est plus possible, et on agit. Avec évidemment la peur, hein, en toile de fond, qui est un, est-ce qu'on saura agir au bon moment? Est-ce que ce ne sera pas trop tard lorsqu'on portera cette action? Et deuxièmement, est-ce que du coup l'action là sera à la hauteur, vu qu'on n'aura plus beaucoup d'espace pour itérer, étant donné qu'on sera déjà dans le fond du trou? Et c'est vrai que moi, ce que je trouve très courageux dans ce que vous proposez aussi, c'est de dire, on pense que ça c'est pas mal, en vrai on sait pas, mais il faut essayer des trucs là, parce que ça va être de pire en pire. Et si on n'essaye pas, on est sûr d'arriver vers le mur, donc tentons quelque chose. Est-ce que ce sera ça, est-ce que ce sera autre chose, on ne sait pas, mais en tout cas tentons quelque chose, parce qu'on en a vraiment besoin. Et si on peut être un petit peu proactif, ça peut nous garder de plein d'effets négatifs qu'on peut retracer dans l'histoire des institutions. Donc je trouve que c'est... moi je ne suis pas forcément 100% d'accord avec cette proposition, mais je trouve ça intéressant de dire, en fait, il faut qu'on s'accommode de ces imperfections, précisément pour tester, pour voir, pour ajuster, pour modifier, et peut-être aussi penser les institutions comme ça. C'est-à-dire comme quelque chose de relativement flexible, peut-être plus adaptatif que historiquement, même si je suis d'accord avec toi évidemment sur l'importance d'une vision, de valeurs fortes, d'une guidance, on va dire, long-termiste, parce que sinon on risque d'être trop vacillé sous le poids des injonctions du moment. Donc, enfin bon, je ne sais pas si c'est une réponse à ça ou pas, mais en tout cas, c'était mon sentiment en t'écoutant. Est-ce que je peux réagir là-dessus? Puis Je après, t'en prie. si Ouais. effectivement l'audience a des questions, c'est génial. Je veux juste dire que ça, c'est surtout ma vision. Enfin, je veux dire, surtout, c'est ma vision. En fait, c'est pas la celle de l'association. L'association, le but, c'est de croiser les propositions. Donc voilà, juste pour dire que c'est pas ce que l'équipe ou la communauté Janus dit ou propose. On est encore dans une phase d'évaluation pour but de proposer un programme politique pertinent en 2027, mais on est encore en construction. Donc c'est surtout, c'est ma proposition, ma conviction. Mais voilà, comme dit Nietzsche, plus grand ennemi à la vérité, c'est pas l'ignorance, ce sont tes convictions. Donc je m'en méfie aussi. Mais voilà, j'ai pas trouvé mieux encore pour le moment. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas être perfectionniste, mais il faut être lucide sur les imperfections et tenter un maximum de les résoudre sans être fataliste et dire de toute façon c'est impossible. Euh, C'était un peu Churchill qui disait voilà que la démocratie est le moins pire des gouvernements, quelque chose dans ce sens-là, le moins terrible des gouvernements. Mais en tout cas, il faut se satisfaire de ces imperfections-là, mais voir aussi que voilà, il y a un certain nombre de réponses en fait. Euh, on peut cette perspective optimiste, c'est-à-dire un problème, réponse égale. Euh, Par exemple, on peut avoir plus une approche, enfin, je ne s'appelle pas par rustine, mais qui est peut-être moins révolutionnaire, qui est de se dire, ben, réformons le système électoral. On en parlait la dernière fois, Peter, tu sais, au dernier Mm. débat de Janus. Je veux dire, rien que déjà reconnaître le vote nul, l'abstention et le vote blanc, c'est intéressant. Changer le régime de vote avec un régime d'évaluation minoritaire à un tour. Donc, on vient qualifier chaque candidat sur très bon à moins bon. Comme ça, on vote sur tous les candidats et on prend une médiane. Déjà, c'est bien mieux que le système Ouais. électoral à deux tours à ballottage.
Je pense qu'il faut pas Jugement être majoritaire, ouais. jugement majoritaire, exactement. Donc je pense qu'il ne faut pas être non plus ni perfectionniste, parce que ça nous met dans l'immobilisme, comme tu dis, mais en tout cas s'autoriser à être progressiste là où c'est intéressant et, voilà, de pousser pour en tout cas des réformes, qu'elles soient effectivement radicales ou qu'elles soient de toute façon bienvenues, intéressantes, elles sont bienvenues dans tous les cas. Et juste le dernier truc que je voulais dire, c'était sur la vision. C'est-à-dire que quand j'ai présenté ma vision enfin, un peu d'une sixième république, une proposition, ça manque clairement d'un cap. Parce qu'on peut se dire, oui, mais alors du coup, vers où on va? En fait, il faudrait aussi que la Constitution à elle-même introduise un cap politique. Donc, c'est-à-dire qu'on ait un cadre de développement, peut-être qu'il soit beaucoup plus compréhensible que le PIB, que le produit intérieur brut, avec une dimension plus inclusive. Donc, nous, on a réfléchi, par exemple, sur ce qu'on appelle l'IDP, l'indice de prospérité. Et donc, c'est une sphère qui vient prendre en compte plusieurs indicateurs. En tout, on en a 217 qui sont traçables statistiquement, on peut les obtenir, et on aurait une note un peu agrégée qu'on pourrait aussi désagréger par dimension. Donc une note sur, par exemple, la qualité de la vie institutionnelle, citoyenne et politique, à quel point elle est vertueuse. Un plancher social de se dire, est-ce qu'effectivement les besoins fondamentaux de la population Mm. sont effectivement assurés, comme aussi une but d'une société qui est certes d'avoir des avantages personnels, mais aussi d'avoir de la solidarité, d'avoir après un peu aussi une volonté aussi financièrement de maîtriser les dépenses et de les orienter effectivement en conséquence, donc d'avoir une stabilité financière, et enfin d'avoir un plafond écologique, de se dire c'est important, mais il faut aussi envisager le long terme et se développer au sein d'un cadre de développement sain et sûr, en fonction des limites planétaires, donc on connaît surtout biodiversité, climat, Mm. pollution, ressources. Voilà, en fait, c'est ça, à mon sens aussi, ce qui serait important pour pas qu'on tombe dans un régime type quatrième République qui soit très vulnérable, très friable, très fragile, ce serait au sein d'une constitution d'avoir un cadre de développement à 50 ans, 100 ans, comme le fait Singapour, comme le fait la Chine. Ils ont un cadre de développement qui tienne. Et donc, il y aurait effectivement de la contradiction, mais parce que c'est essentiel, le pluralisme, pour l'esprit critique, pour l'intelligence collective, pour avoir une meilleure prise de décision. Mais il faudrait qu'il y ait davantage de coopération, effectivement, autour d'un cadre de développement consensuel qui est pris comme objectif, comme on le propose, comme je le propose, simplement l'indice de prospérité. Ouais, peut être totalement pensé différemment, dans sa méthode aussi. Et voilà, je pense l'importance d'avoir une vision tout en ayant du débat. C'est tout l'équilibre de la dialectique du rapport entre unité et diversité, qui est d'assurer de la diversité pour qu'elle soit effectivement fonctionnelle, pour que les gens ne soient pas lésés, mais aller vers effectivement un projet consensuel et donc viser l'unité pour gérer la complexité et l'entropie. Avoir cette vision-là, je pense que, que c'est essentiel. Ouais, c'est très intéressant. Je trouve que c'est une posture qui est difficile à la fois à préserver et même à expliquer, je trouve, parce que moi-même, j'essaie dans cette posture de proposer une certaine vision du dialogue citoyen, de la politique, mais aussi de la gouvernance des entreprises, des institutions dans lesquelles on peut naviguer. Donc, je ne vais pas me cacher de ne pas avoir, enfin, d'avoir une vision de comment on devrait mener à bien ces choses-là. Et pour autant, avec toute l'humilité qu'on aurait envie d'avoir, je me dis, évidemment, c'est sûr que je me trompe. Enfin, si une seule chose est sûre, c'est que je me trompe. À quel point, c'est la question, mais c'est sûr que je me trompe. Donc, il faut explorer, il faut discuter, il faut réfléchir ensemble, il faut que ces briques se modifient avec le temps aussi, même si en général le cap, bah, il bouge un peu moins parce que ce sont des grandes valeurs cardinales qui le guident. Et ça, là, cette posture-là, d'humilité, mais d'action aussi, qui essaye de naviguer cette complexité, mais d'une façon assez ferme face à la réalité du monde, hein. Il faut bien qu'on agisse pour notre propre bien, pour le bien des autres, etc. Leur survie, la qualité, leur qualité de vie. Et ben, j'ai l'impression que c'est souvent mal vécu en politique. C'est-à-dire quand on a une personnalité politique qui va tenir ce genre de discours, on va être vu comme quelqu'un qui est inconstant, pas clair, manque de direction, ou encore
qui cache quelque part une idéologie, qu'il ne veut pas vraiment nous dire, mais en fait, profondément, il ou elle pense comme ci, comme ça. Et en fait, cette complexité-là, on a du mal à l'accepter, quoi. Cette réalité-là, on a du mal à l'accepter. Et je sais pas, moi, si c'est le fait juste de notre cognition, c'est-à-dire si c'est juste un truc humain, et on est nul pour accepter cette complexité-là, et du coup, quelque part, à vouloir créer des systèmes qui valorisent ces choses-là, ça serait vain, ou est-ce que c'est juste notre système actuel qui pose problème dans la valorisation de ce genre de profil, ce qui du coup pose la question suivante, c'est bah, comment on crée un système qui valorise ce genre de profil. Qu'est-ce que tu en penses de cette question-là? Alors, c'est un peu plusieurs questions dans la question, mais est-ce que tu trouves que c'est un problème fondamental cognitif qu'il faut dépasser et comment on le fait? Ou est-ce que c'est juste une question de système? Et auquel cas, quel est le système qu'il faudrait construire pour valoriser ce type de pensée, ce type de profil, voilà, qui a à la fois un cap idéologique clair et en même temps une réflexivité, une capacité de remise en question aussi très importante et très présente. Vaste question. Honnêtement, je pense qu'aussi, comment je dirais? Il y a cette posture-là, dans la population française aussi parce qu'on est plus dupe, en somme. Même sans populisme, hein, le dire effectivement, beaucoup de personnes sont usées des duperies des politiciens ou des personnes qui sont, timorées dans la prise de décision. Enfin, on prend François Bayrou. Voilà, le centre est souvent décrié, le transpartisanisme aussi, parce que souvent il mène soit pas grand-chose, soit une trahison. Donc, en fait, il y a une espèce d'expérience, amère, quoi, une amertume Hmm. de ces précédentes expériences, même l'approche voilà, d'Emmanuel Macron en 2017, qui était une approche sur le terrain, d'avoir des professionnels des questions qui sont au ministère. En fait, ça a été un naufrage, quoi. Donc je pense qu'encore une fois, c'est un problème de manière de faire de la politique et un problème de, de cadre et de système institutionnel au niveau politique. Je pense que c'est les deux, en fait. Par exemple, si on prend le cas d'Emmanuel Macron, de ce que je comprends, encore une fois, hein, je ne suis pas, pas omniscient, c'est pour ça que je trouve que c'est génial quand tu valorisais l'humilité et l'information claire. Je pense que c'est essentiel de le reconnaître. Je pense qu'Emmanuel Macron a pris un tournant bonapartiste, alors qu'il aurait pu toujours avoir un tournant, je dirais, plus ouvert aux coalitions ou au dialogue, qu'il n'a pas eu. Donc voilà, là, c'est typiquement un problème de savoir débattre, en fait. Malgré le fait qu'il soit effectivement brillant et connaisse bien ses dossiers, il faut le reconnaître. C'est simplement il a une posture effectivement arrogante. Donc je pense que là, il y a un savoir débattre au niveau peut-être cognitif et culturel qu'on n'a pas vraiment. Donc, être capable de changer de posture pour coopérer avec l'autre, de percevoir quel est effectivement le point de vue de l'autre et pas le concevoir comme ennemi mais comme coéquipier, d'appliquer les principes de la communication non violente. Donc, ça va être effectivement de ne pas blesser pour ne pas être blessé. Donc, typiquement, rappeler les faits, rappeler les perceptions propres et puis être concentré sur les résultats, sur les solutions, être capable d'écouter attentivement et de faire preuve d'empathie, de s'orienter plutôt proposition que méthode ou discours de doctrine interminable. Voilà, je pense qu'il y a un problème dans le savoir débattre qu'on n'a pas vraiment, même culturellement. Aujourd'hui, on a des citoyens qui sont vidés de leur substance. Hein, réellement, on vote. Alors, maintenant, je crois entre 11 et 13 fois tous les 5 ans. Pourquoi? Parce que pour les départementales, et je crois que c'est les régionales, on vote une fois tous les 6 ans. Aussi, on voit une fois tous les 5 ans. En fait, on est quoi? On est 11 fois citoyen en 5 ans. Donc ça veut dire quoi? Qu'on est 2 fois par an citoyen. On appelle ça citoyen. Donc on a des citoyens qui sont vidés de leur substance, mais aussi vidés de leur, je pense, de la capacité à débattre de manière constructive. Assez souvent, je ne généralise pas, ou Ouais. parfois, je dirais même. Donc voilà, je pense que Ouais. cognitivement, juste pour synthétiser, Ouais, excuse-moi, vas-y, je t'en juste prie. pour synthétiser, c'est de se dire voilà, que je pense qu'il y a un problème peut-être au niveau du savoir débattre, plus cognitif et culturel. Il y a un problème au niveau de nos institutions, et c'est pour ça que, en tout cas, moi je pense que la proposition que je mets sur la table et à laquelle je suis super ouvert, j'aimerais tellement avoir des critiques hyper acerbes qui permet de repenser cette proposition-là. Je pense que cette proposition suivante, elle permet d'adresser un certain nombre de problèmes, que ce soit au niveau du court-termisme,
que ce soit au niveau effectivement de l'incapacité à débattre ou de s'opposer systématiquement à des points de vue contraires. Parce qu'encore une fois, on a un panel de lobbyistes, de citoyens, d'agents du gouvernement, d'experts qui discutent ensemble. Donc là, on crée même les conditions de la contradiction, mais d'une manière sereine et saine. Moi, j'ai souvent vu, je me rends souvent à des séances publiques de l'Assemblée nationale et j'ai remarqué que souvent, les perspectives qui sont extrêmement intéressantes, ce sont celles des commissions préparatoires, donc des rapporteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé de manière transpartisane, ils ont bien travaillé leur sujet, ils ont admis un certain nombre de contradictions et souvent, pas mal de certaines autres propositions sont soit des grossièretés pour provoquer, mais ne sont pas réellement en fait voilà, euh, constructives, quoi. Donc voilà, Hmm. je pense que voilà, je dirais que repenser le système, améliorer notre culture du débat et s'inspirer, quitte à être hybride, des meilleures expériences citoyennes démocratiques et de débat comme les conventions citoyennes, comme les commissions parlementaires et d'autres, hein. Moi, j'ai travaillé pour le gouvernement sur l'article 301 de la loi climat résilience et le processus était génialissime parce que c'était, on travaille gouvernement et entreprise à quelle feuille de route vous pouvez mettre en place dans vos secteurs, dans vos filières pour décarboner. Et nous, effectivement, on va prendre en compte directement vos recommandations, votre feuille de route et vous la tenez. Voilà, je pense qu'il y a des processus institutionnels qui sont intéressants, mais qui mériteraient d'être institutionnels et généralisés pour pas Ouais. être pris comme les cahiers de doléances ou comme le grand débat citoyen ou les conventions citoyennes où on écoute mais on n'écoute pas. Voilà. On écoute mais on fait pas. Voilà, Je pense c'est que ma ouais, ce que réponse tu au savoir ouais, c'est débattre. super. Non, ce que tu décris, je trouve ça super intéressant en fait, c'est de dire quelque part ces expérimentations, elles existent un peu en toile de fond. On en a eu un certain nombre de tentatives et souvent là où le bas blesse, c'est que on n'est pas vis-à-vis du grand public, on n'est pas honnête sur la démarche. C'est-à-dire qu'on continue de faire croire aux gens qu'on fait de la politique comme à l'époque où en gros on vous invite à voter une fois tous les 5 ans. Mais la réalité, c'est que probablement les meilleures propositions politiques, celles qui avancent réellement, ce sont celles qui sont issues de discussions de couloirs assez intelligentes entre toutes les parties prenantes pour trouver des consensus. Et ça, bah, on ne les voit pas. On n'en a pas la visibilité. Et donc, quelque part, on crée cet espace où on envisage la politique d'une façon ultra violente, alors que, heureusement, plein de choses se font et de façon assez apaisée pour avancer sur des sujets clés. Et donc, si on institutionnalise ces méthodes-là, quelque part, on envoie un signal à tout le monde. Eh les gars, la politique, c'est ça en fait. La politique, c'est réfléchir ensemble, discuter des sujets de fond, trouver des points de consensus. C'est pas se foutre sur la gueule sur TikTok. C'est pas ça. Et heureusement, d'ailleurs. Et d'ailleurs, récemment, moi j'ai été assez embêté par le travail en commission qui est remis en cause par, pareil, par ces algorithmes de recommandation, parce qu'on a de plus en plus de transparence du travail de la commission, ce qui est légitime. Mais cette transparence, elle amène à de la vidéo. La vidéo, elle est du coup exploitée sur les réseaux sociaux. Et à son tour, le travail de commission devient un travail performatif de communication dans le but de gagner des votes et de faire la viralité. Et ça m'embête vraiment parce que c'était presque le seul endroit où on arrivait encore à faire de la politique publique, quoi, dans l'espace de l'Assemblée nationale. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que si on avait cette sincérité ou cette honnêteté dans la construction des institutions de dire c'est comme ça qu'on veut faire de la politique, on veut avoir des discussions intelligentes, on veut se remettre en question, on veut modifier nos perceptions, on vient avec humilité et on est prêt à changer d'avis. Si on avait cette ouverture-là et que c'était déjà construit au sein de nos systèmes institutionnels, c'est vrai qu'on aurait un peu moins de problèmes. Ça serait toujours compliqué parce qu'il faudrait se battre contre la nature humaine un petit peu, je pense. Mais en tout cas, ça nous donne une petite idée d'une avancée significative qu'on pourrait envisager au plan institutionnel. Et je voulais juste revenir sur un truc parce que tu parlais tout à l'heure du jugement majoritaire. Moi, j'ai eu la chance de participer en Angleterre lors d'un référendum pour le système électoral. Donc en Angleterre, parce que tout le monde ne le sait pas, mais le système électoral est encore pire qu'en France, c'est-à-dire c'est un scrutin majoritaire à un tour. C'est-à-dire que on vote une fois et la personne qui a le plus de voix gagne. Donc parfois, la personne a 25% des voix et gagne. Voilà. Donc autant vous dire que c'est un système électoral assez pourri. Surtout dans un système parlementaire où ce sont les parlementaires qui vont après, qui ont été élus avec une minorité et qui vont voter les lois.
Et donc, il y a eu un grand effort, au début des années 2000, de réfléchir à un nouveau mode de scrutin. Des chercheuses et chercheurs sont penchés sur la question. Ils ont proposé un mode de scrutin qui était très efficace du point de vue de la légitimité démocratique, de ce que ça permettait de faire pour justement à la fois préserver la représentativité des différentes circonscriptions et en même temps renouveler un petit peu la base politique. Et ce référendum a été un total, total naufrage parce que personne n'a compris. Personne n'a compris ce que c'était que ce nouveau système électoral. Et du coup, je me profite pour te mettre peut-être face à une contradiction potentielle qui est que cette initiative populaire, démocratie directe, elle est peut-être contradictoire avec la volonté que tu as de faire un système électoral plus juste, d'avoir des conversations peut-être plus complexes, plus subtiles. Peut-être que cette volonté de rendre tout populaire, elle peut être antagoniste avec cette volonté d'être peut-être plus subtile, plus humble et moins comment dire, moins simpliste. Qu'est-ce que Mm. tu en penses de ça? Est-ce que c'est légitime pour toi Ouais. d'opposer ces deux choses? Alors du coup, en 2 minutes, je vais répondre à ta question et c'est tellement stimulant et intellectuellement que j'ai d'autres points et après, voilà, je m'arrêterai. Sur ton point là, je pense qu'en fait, il faut s'autoriser à hybrider les choses. Donc par exemple, on va dire, c'est simpliste, mais la technocratie peut se conjuguer avec la démocratie. C'est-à-dire qu'on peut avoir très bien des techniciens de gouvernement, on peut très bien avoir de l'expertise, de l'information, du renseignement, et en même temps avoir effectivement du débat d'idées, sachant que la démocratie appelle éducation, hein. Sinon, c'est de l'oclocratie. Oklos, en grec, c'est la foule, le gouvernement de la foule. Le démos, normalement, c'est le collectif citoyen. Donc, normalement, en fait, c'est aussi un principe du débat constructif. On parle si on est renseigné sur le sujet, parce que sinon, en fait, on va pas bien en parler non plus, ce sera pas constructif. Donc, et pour être vraiment dans le régime de la construction, pas de la démolition, je pense que c'est essentiel d'avoir une opinion éclairée là-dessus. Et donc, tout ça pour dire quoi? Que je pense que j'opposerai pas les deux, réflexion et communication. Je pense qu'ils peuvent effectivement aller ensemble. Réflexion et accessibilité peuvent aller ensemble. Juste un devoir de meilleure et de plus grande simplification à faire. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, la réflexion profonde peut aller effectivement avec l'accessibilité de cette information. Alors, Je pense que démocratie, qui égale opinion renseignée et éclairée, peut aller avec, en somme, je n'aime pas technocratie, parce que technocratie, ça veut dire que les techniciens gouvernent, guident, alors qu'ils sont là pour appuyer ou éclairer. Donc, ce n'est pas les décideurs, c'est une partie des décideurs. Mais en tout cas, voilà, dans une autre acceptation, technocratie égale expertise peut aller avec démocratie égale opinion différente. Donc pour moi, ça ne ouais, s'oppose pas. On est vraiment dans une stratégie, enfin, c'est même pas une stratégie, c'est juste dans une posture réconciliante. On essaye de se dire, voilà, comment on peut réconcilier les choses. Ça intéresse les gens, essayons de faire ça. Et juste les hmm. derniers points que je vais dire, Peter, en 20 secondes, Ouais, au-delà de la communication, réflexion, hybridation et tout ça, c'est que, en fait, nous, pour être sérieux, quand on dit oui, effectivement, et pas se faire duper, on va repenser la politique, etc. En fait, il faut proposer des choses. Tant qu'il n'y a rien sur la table, tant que c'est pas pensé et concrètement le système et que c'est techniquement et socialement bien robuste, en fait, il faut pas prendre les choses au sérieux. Donc, nous, c'est un peu comme ça, c'est se dire, soyons honnêtes maintenant. Si on veut vraiment changer le système, ben, pour être sérieux, il faut proposer un autre système, il faut constituer une alternative, il faut réfléchir dessus. Il ne faut pas que ce soit du vent, quoi, en fait. Donc nous, on a horreur aussi ben, du prix et du vent, et donc notre but, c'est effectivement de mettre sur la table des propositions, des solutions et du sérieux là-dessus. Et la dernière chose que je vais dire, c'est, on n'en a pas discuté, mais pour moi, c'est la critique la plus féroce qu'on peut me faire, et du coup, je l'adore, c'est celle du transpartisanisme. On va me dire, mais toi, tu vas perdre ton intégrité, tu vas te marier avec l'extrême droite, tu vas te compromettre avec l'extrême gauche. En fait, euh, nous, à Janus, on est indépendants, donc c'est-à-dire qu'on a un apartisanisme de principe, on ne prend parti pour personne. En revanche, on est transpartisan par défi. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un défi. On sait, on en discutait, Peter, que c'est une vulnérabilité, qu'on peut effectivement se faire avoir, ne pas prendre de décision
à la Bayrou ou fourvoyer les prises de décision à la Macron, pour faire simple. Mais en tout cas, nous, c'est un défi. Et le défi a été en partie, c'est une hypothèse, pas une thèse, donc les gens sont irréconciliables. Il y a toujours un antagonisme irréductible à un certain niveau sur certaines questions, à cause de différentes sensibilités, de valeurs, d'idiosyncrasie. Mais en tout cas, nous, dans notre expérience et dans nos hypothèses qui ont été vérifiées, on a quasiment 80% de consensus. C'est en gros qu'on peut atteindre grâce au transpartisanisme. Donc rejeter pour 20% de transpartisanisme comme défi, parce qu'il y aura Ouais. toujours, on est maximaliste à la fin. Donc il faut accepter qu'il y ait des imperfections, accepter qu'il y ait des aspérités, accepter qu'il y ait des antagonismes, mais en tout cas, ne jamais accepter de s'y résoudre, d'être fataliste et de se dire de toute façon la société va vers la polarisation, les gens sont bêtes, les décideurs sont mauvais, la politique ça sert à rien, parce que effectivement la résignation ne mènera pas à l'amélioration du vivre ensemble. Et voilà, je vais en finir là-dessus. N'hésitez pas à nous suivre, en tout cas sur les réseaux. janus.org.fr, à m'envoyer un message, Janus Association sur LinkedIn. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Mathieu. Et pour plus voyer dans ton sens dans ce mot de la fin, en effet, si vous voulez contribuer à la création, à la réflexion autour de ces programmes politiques que Mathieu a mentionnés, rejoignez Janus. Hein, c'est un espace de débat et d'échange, vous l'aurez compris. C'est l'occasion de donner votre avis, de réfléchir ensemble. C'est assez intéressant parce que tout ce qu'on a décrit là, bah, on peut le faire, le mettre en œuvre, et ça peut produire des idées politiques qui seront après défendues, valorisées. Et donc, quelque part, à travers cette initiative, tu es déjà en train de créer cet espace que tu espères créer dans un cadre institutionnel plus large. Donc, bravo, félicitations à toi et à toute l'équipe. Et puis, j'espère que ça continuera comme ça et que ça ne fera que prendre de l'ampleur et avoir de l'impact. J'en profite pour vous dire tout de suite notre prochain rendez-vous. On se retrouvera le 8 septembre avec une émission sur la laïcité et notamment le rapport laïcité-école. Sujet un peu tout le temps d'actualité en ce moment. Et ce sera une émission avec Léa Zainoun, qui est un peu experte de ces thématiques-là, qui travaille aussi sur des questions maintenant d'intelligence collective. Donc ce sera intéressant de voir comment on peut réconcilier ces thématiques. D'ailleurs, si vous êtes surtout une intervenante experte de ces sujets-là, n'hésitez pas à me contacter. Ça fera plaisir de vous rencontrer et puis peut-être de vous inviter dans l'émission. Je dis une en priorité parce que malheureusement, j'ai beaucoup d'hommes autour de moi qui parlent de ces sujets-là, que j'adore inviter, mais j'aimerais beaucoup aussi avoir des femmes extrêmement intéressantes qui pourront nourrir tous ces débats, tous ces échanges. Donc n'hésitez pas à vous proposer, à discuter. On fait un brief, on discute un peu ensemble, on voit ce qui serait intéressant de faire. Et il y a toujours moyen de faire des choses intéressantes ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et sur ce, merci beaucoup Mathieu, merci tout le monde. Et au 8 septembre. Et entre-temps, Merci, à bon été. bientôt. À bientôt.